Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous parler ce soir de ce qui est présent dans tous nos esprits, de la guerre, de la paix, de l'Ukraine et du monde. Je vais commencer par vous dire ce qu'on n'a plus le droit de taire. Les fauteurs de guerre, les va-t-en-guerre européens et français qui lancent toutes sortes de déclarations sont des imbéciles dangereux qui se tirent une balle à la fois dans les pieds et dans la tête. À eux-mêmes d'abord et à tous les autres ensuite. Ils sont absolument irresponsables. Pour échapper à ce somnambulisme suicidaire, il faut au contraire garder la tête froide, être ferme sur ses pieds, l'esprit clair, sans sentimentalisme ni angélisme, en, disons, étant entièrement voué aux intérêts vitaux de notre pays et du monde. J'aime la France, et je sais qu'elle doit être aujourd'hui exemplaire, et qu'elle ne l'est pas, et que nous devons faire quelque chose pour qu'elle le soit. Ce que je vous dirai choquera peut-être certains d'entre vous. Je ne le fais pas pour le plaisir de choquer, mais pour tenter d'éclairer ce qui doit l'être dans ce brouillard qui est tombé sur notre monde, sur nous tous. Premièrement, si l'ensemble des pays impliqués dans le conflit actuel en Europe, impliqués d'une manière ou de l'autre par leur action ou par leur déclaration, continuent à avancer comme ils font jusqu'à présent, Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian auront eu raison sur un point. Il est certain que le pire est devant nous. Deuxièmement, l'opération militaire de Russie en Ukraine, dont je vais par ailleurs analyser les raisons, rencontre des difficultés, du fait des armes et des informations que les pays membres de l'OTAN, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, ont fourni à l'Ukraine depuis 2014, depuis le Maïdan. Des exercices militaires des pays de l'OTAN se sont déroulés sur le territoire ukrainien, de plus en plus nombreux, notamment en 2022, où des textes ukrainiens ont consigné leur développement. Le système de contrôle de l'armée ukrainienne a été, de fait, intégré dans les systèmes de contrôle de l'OTAN. Les aérodromes ukrainiens, en particulier, ont été activés par des experts de l'OTAN. Le centre maritime construit par les États-Unis à Ochakov avait pour but de contrôler les opérations de la flotte russe en mer Noire. Le discours de Vladimir Poutine du 21 février mentionne ces éléments. Le fait de leur présentation publique m'avait dès lors laissé supposer que la Russie préparait une opération en Ukraine dépassant les oblasts du Donetsk et de Lugansk, le Donbass. Les services américains en étaient eux-mêmes convaincus. Cela a eu lieu. Ce n'est pas justifier cette opération que de dire que l'OTAN a fourni des éléments, si l'on pense comme Poutine, pour procéder à son exécution. Nous en avons aujourd'hui les résultats de cet enchaînement. Troisièmement, les déclarations va-t-en-guerre de divers dirigeants européens ne peuvent être considérées, du point de vue russe, que comme de l'agitation, au moins dans le domaine militaire. Nos arsenaux sont aussi vides d'armes, de munitions et de pièces détachées pour entreprendre une guerre conventionnelle que nos stocks de masques étaient prêts il y a 2 ans pour faire face à la pandémie.
Ceux de nos alliés européens sont dans un état encore pire, comme l'a admis le chef de la défense allemande. Quant aux États-Unis, ils ont fait à plusieurs reprises savoir que l'Ukraine n'était pas membre de l'OTAN, donc qui n'interviendrait pas directement, qui tenterait de faire intervenir pour cela les autres, en particulier les Européens. Militairement, la conclusion est donc claire. On a utilisé l'Ukraine et les Ukrainiens pour déstabiliser la Russie et entraîner Poutine dans l'opération qu'il a effectuée. Quatrièmement, aujourd'hui, la seule guerre possible serait donc, si l'on voulait s'opposer à Poutine par des moyens militaires, elle serait nucléaire, avec des armes tactiques ou stratégiques. Ce serait bien entendu un désastre pour tous et pour l'Europe, et il ne faut pas même y penser. Cinquièmement, restent donc les sanctions économiques, qui entraînent ou qui entraîneront des contre-sanctions russes, et reste l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie et de la Moldavie dans l'Union européenne, au sein de l'Union européenne. Je l'ai dit dans une déclaration hier soir, et je le répète ici, l'Ukraine ne doit pas adhérer à l'Union européenne. Le président Volodymyr Zelensky a demandé que son pays puisse le faire, intégrer l'Union européenne sans délai. Dans l'intérêt de tous, et en particulier des peuples européens, y compris du peuple ukrainien, ce serait aujourd'hui une provocation d'accepter ce qu'a demandé Volodymyr Zelensky, une provocation dont on ne mesure pas les conséquences. En effet, si l'Ukraine était admise au sein de l'Union européenne, cela reviendrait à y faire rentrer, officieusement ou officiellement, l'OTAN, les forces de l'OTAN. En effet, l'Union européenne est liée à l'OTAN par le titre 5, articles 21 et 42 du traité de l'Union européenne. Sur les 27 pays membres de l'Union européenne, 21 sont membres de l'OTAN, sont au sein du commandement intégré de l'OTAN, au sein duquel la France elle-même est revenue en 2008, ce qui a été une erreur historique. Depuis 2002, les relations entre l'Union européenne et l'OTAN se sont intensifiées, fortement intensifiées, notamment par la déclaration conjointe du 10 juillet 2018, le président du Conseil européen, le président de la Commission européenne, le secrétaire général de l'OTAN, conviennent ou ont convenu de renforcer la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN, sa qualité, son étendue et son intensité. Plus précisément, les signataires encouragent la participation la plus large possible des États membres de l'Union européenne, qui ne font pas partie de l'alliance de l'OTAN, aux initiatives de celle-ci. On peut être plus clair. Les Russes l'ont bien compris. Zelensky lui-même a compris que l'OTAN, il a dit dans une interview à la chaîne américaine ABC que l'OTAN ne veut pas de lui, ne peut pas accepter l'Ukraine, parce que ce serait le risque d'une guerre mondiale, aujourd'hui. Sixièmement, quant aux sanctions infligées à la Russie, que ce soit l'exclusion des banques russes du système international de règlement interbancaire, SWIFT, ou le gel des actifs de la Banque centrale de Russie, ou encore d'éventuelles contre-sanctions russes arrêtant ses exportations d'énergie, toutes ces sanctions et ces contre-sanctions se retourneront toutes contre nous tous, et particulièrement contre nous Européens. En matière énergétique, les États-Unis ont décidé d'interdire aux États-Unis les importations de gaz, de charbon et de pétrole ukrainien. Le Royaume-Uni a suivi. Eux, en particulier les États-Unis, peuvent s'en passer. Cela ne représente que 8% de la consommation américaine. Pour nous en Europe, et en particulier en Allemagne, en Autriche, en Italie, ces importations représentent 40% en moyenne, 40% pour le gaz et 30% pour le pétrole. Autant dire que nous sommes dépendants de la Russie et que les annonces que profère ou qu'a proféré
Bruno Le Maire, suivant lesquels on trouverait rapidement des fournisseurs de substitution. Ces annonces sont aussi crédibles que ces propos qu'il a dû retirer sur notre intention de mener une guerre totale contre l'économie russe. Ce serait, comme je l'ai dit, se tirer 2 balles, une dans la tête et une dans les pieds. L'Europe serait donc, alors, le dindon de la farce énergétique et pas seulement. Quant aux sanctions économiques et financières, elles frapperaient de plein fouet les transactions sur produits dérivés, ce qu'on appelle les produits financiers dérivés. En effet, l'ensemble de la chaîne des produits dérivés forme un système d'assurance mutuelle. Les produits dérivés, on s'assure qu'un prix futur ne sera pas plus élevé qu'un certain montant. Tous les éléments de la chaîne s'imbriquent. Si un seul saute, tout le système peut sauter, comme en 2008 dans l'affaire de Lehman Brothers. L'on vous dira que la Russie en forme une toute petite part. Mais il suffit de quelques maillons pour que l'ensemble puisse sauter, l'ensemble de la chaîne. Seulement en ce qui concerne les exportations de pétrole et de gaz russe qui sont associées à ce système d'assurance. Nous ne connaissons pas le montant des produits dérivés dans les institutions financières russes, mais nous savons qu'il y en a. Nous savons que la Russie est le plus gros producteur de titane pour nos avions, de palladium pour les pots catalytiques de nos voitures, pour le lithium pour nos batteries, sans compter les composants de nos engrais pour nos agriculteurs, et du nickel ou de l'aluminium. Or, tous ces accords sont associés à des assurances sur produits dérivés. De plus, la Russie dispose d'environ 600 milliards d'euros, 630, 640, 650 milliards de dollars, de réserves de change, accrues par la hausse du prix du pétrole et du gaz. Bien que certains montants de ces réserves soient gelés aujourd'hui, la Russie associée à la Chine peut très longtemps résister. De plus, EDF ou Total y ont des intérêts considérables. Nous sommes donc vulnérables comme second investisseur étranger en Russie et premier employeur. Les Russes ont d'ailleurs fait savoir que si les circonstances l'exigent, selon la lex monetae, la loi de la monnaie, ils nous rembourseront dans leur monnaie nationale, le rouble, qui a été dévalué de près de 50% par rapport à l'euro. Conséquence de notre politique de sanctions. François Asselineau, entre autres, a donc raison de dire que la France ne doit pas tomber dans le piège de l'OTAN, qui risque de se refermer très vite sur elle et sur la paix dans le monde. Je constate d'ailleurs qu'Emmanuel Macron lui-même exclut que l'Ukraine puisse rentrer dans l'Union européenne. Mais il dit que nous devons faire un signe pour montrer que l'Ukraine est dans la mouvance européenne. Et il approuve fortement les sanctions prises contre la Russie. Ni l'une ni l'autre de ces choses ne sont de nature à aider le peuple ukrainien dans les circonstances actuelles. Au mieux, elles sont un sparadrap qui donne une bonne conscience hypocrite, car elles ne pourront pas être suivies d'actes. Septièmement, poussons plus loin le raisonnement. L'OTAN, les États-Unis et la Grande-Bretagne, en particulier la ministre des Affaires étrangères du Foreign Office, la sous-secrétaire des Affaires étrangères au Foreign Office, Liz Truss, ont joué les va-t-en-guerre sans eux-mêmes se mouiller militairement et bien peu économiquement. Les conséquences de cette guerre, qui est beaucoup plus grave pour les pays d'Europe continentale, il faut encore le souligner, et pour la Russie, sans compter le double martyre du peuple ukrainien et de la population russophone du Donbass, n'en ferait-elle pas de cette guerre une occasion d'en tirer avantage pour certaines factions de l'oligarchie anglo-américaine? Je ne parle pas de Joe Biden ou de Boris Johnson, ou d'Emmanuel Macron chez nous, dont le pouvoir est surtout médiatique, mais de l'oligarchie financière, idéologique et culturelle
qui, sachant son système menacé, et menacé par ses propres excès, va chercher à tirer avantage de toute tension extérieure, quitte au besoin à la créer, en jouant les apprentis sorciers. Compte tenu de l'état de crise financière absolue de ce système, de son système, si cette oligarchie ferme la pompe à finance, elle ruine les marchés financiers et l'économie. Il n'y a plus d'argent pour jouer. Et si elle continue à ouvrir cette pompe à finance, elle provoque la ruine par l'inflation. Donc, dans cette situation, dans ce dilemme, ne joue-t-elle pas son va-tout? Créer un conflit géopolitique au sein de l'Europe a toujours été d'ailleurs sa façon de procéder, depuis très longtemps. N'assistons-nous pas à cela une fois de plus? Cette fois avec le danger immédiat que le feu se propage à l'échelle du monde entier. Se poser la question n'était bien entendu pas interdit. D'autant plus que le va-tout militaro-financier industriel de cette oligarchie est provoqué par une faiblesse systémique de son propre ordre, qui est celui du dollar, qui n'est plus une monnaie américaine, qui est la monnaie des marchés financiers internationaux. Huitièmement, en effet, Wall Street et la City, au cœur de ce système, tout d'abord, font valoir en droit une extraterritorialité absolue. Partout où le dollar est en cause, dans le monde, et les produits américains, la justice américaine peut passer. Et si la justice ne suffit pas, le bras armé de l'OTAN lui succède au besoin en provoquant des incidents. Golfe du Tonkin en ce qui concerne le Vietnam, et les fameuses couveuses du Koweït en ce qui concerne la guerre de l'Irak. Ensuite, longtemps, les taux d'intérêt élevés des obligations américaines, en partie sans certaine cupidité et certaine opportunité des investisseurs étrangers, ont attiré vers le marché dollar, vers les obligations américaines en dollars, les uns et les autres. C'étaient des obligations considérées comme plus sûres, avec des taux d'intérêt rémunérateurs, donc avec plus d'attrait que d'autres monnaies nationales. Aujourd'hui, c'est fini. Les obligations américaines offrent un taux de 1,948%, c'est le taux d'aujourd'hui, à 10 ans. Normalement un peu supérieure à celle encore d'autres pays. Cependant, avec une inflation aux États-Unis de 6 à 12% selon les évaluations, elle est de 12% si l'on retient les critères d'inflation des années 1970-1980, qui ont été tout à fait relâchés. Selon les évaluations, donc 6 à 12% d'inflation, 1,948% d'intérêt, investir revient à une perte aujourd'hui. D'où la crise. La pompe à finance américaine ne fonctionne plus, elle ne peut plus ponctionner comme auparavant le reste du monde. Les autres pays, donc Chine en tête, Russie aussi, et même beaucoup d'autres pays, comme l'Inde, se retirent de ce marché qui alimente la domination anglo-américaine. Les circonstances ne sont pas tout à fait les mêmes, mais elles sont semblables en ce qui concerne la City de Londres. Enfin, en gelant les avoirs russes, comme ils l'ont fait avec les avoirs afghans, le gouvernement américain fait perdre toute confiance à ceux qui investissent dans ces obligations. On va geler les fonds que nous avons, qui sont à nous et qu'on a investis là-bas. Résumons-nous. Ceux qui ont investi aux États-Unis disent « Nous vous prêtons. Nous achetons vos obligations. En échange, vous nous faites perdre notre argent. Vous nous imposez votre droit. Et vous saisissez vos biens quand cela vous convient. Eh bien, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà où on en est. » Ainsi,
Tout le système anglo-américain se trouve en risque existentiel et on comprend qu'il joue son va-tout. Il ne s'agit pas à ce stade d'être pro ou anti-Poutine, mais de considérer nos intérêts et ceux de la paix dans le monde. L'infantilisation psychologique dans les affaires politiques a toujours conduit à des désastres. Sauf que cette fois, c'est mondial. Avec nos pays français, notre France, et les pays européens en premier rang. C'est dans ce contexte que l'Institut Schiller a lancé son appel pour que soit convoquée une conférence internationale afin d'établir une nouvelle architecture de sécurité et de développement pour toutes les nations du monde. Dans le cadre de cet accord, définissant une démarche de stabilité et de sécurité pour le développement mutuel dans le monde, la paix en Ukraine suppose 3 choses. Sa neutralité, garantie par les grandes puissances, le respect de ses frontières, à définir en ce qui concerne le Donbass, et le développement mutuel économique, social et culturel pour l'ensemble des composants du pays. C'est seulement dans ce cadre élargi à une nouvelle architecture de sécurité et de développement qui, elle, est internationale, c'est seulement dans ce cadre international que ces 3 conditions peuvent être réunies en Ukraine. L'Ukraine pourra ainsi redevenir un exemple de politique de paix par le développement mutuel en Europe et dans le monde, dans l'esprit de la paix de Westphalie, dont on sait qu'en 1648, elle a permis une période de développement en Europe, à la fois économique et politique. L'emprise sur la politique ukrainienne et une partie de son peuple, qu'exercent des forces ultranationalistes et néo-nazis, pourra ainsi être levée, ainsi que la présence forcée de toutes les forces étrangères sur son territoire. Cette démarche de paix par la coïncidence des opposés, au nom d'un principe supérieur de l'intérêt de tous, qui ne se laisse pas détruire, qui ne se laisse pas borner par des intérêts à un niveau inférieur. Donc, cette démarche de coïncidence des opposés, au nom d'un principe supérieur, est l'alternative à la guerre. Il y a une destruction économique mutuelle et suicidaire. C'est l'alternative. Comme le dit le mot l'alternative, il y en a une et pas une autre. C'est cette politique de paix que nous défendons. Je voulais présenter ce soir, à vous d'en faire un sujet de réflexion et de débat, sans jamais vous laisser dire que vous ne pouvez pas savoir. Car ce sont les responsables du monde qui, aujourd'hui, eux, ne savent pas ou savent trop dans un intérêt de préserver leurs avantages par la destruction de l'autre. Ne vous laissez donc pas duper par ceux dont la politique est d'humilier. Alors, je vois qu'un certain nombre de questions m'ont été posées, j'essaierai d'y répondre le plus brièvement possible, parce que je pense qu'à certaines d'entre elles, j'ai déjà répondu par ma déclaration, que ceux qui ont posé ces questions pourront examiner, écouter, contester, approuver, du moins réfléchir sur ce qu'elles portent. Voilà les questions. Caroline, comment faire pression sur Macron pour éviter qu'il nous conduise dans la guerre? Eh bien, je pense qu'il ne faut pas faire pression seulement sur Macron. Ce serait incertain et inutile. Il faut faire pression sur tous les candidats à l'élection présidentielle. C'est ce que nous avons fait. Nous avons envoyé à tous, à chacun d'entre eux, le texte de l'appel de l'Institut Schiller. Nous n'avons reçu aucune réponse. C'est révélateur. Il faut faire pression sans cesse sur tous, s'organiser localement, régionalement, nationalement et dans le monde. Et l'appel de l'Institut Schiller est un appel dans le monde. Nous avons reçu des soutiens de l'Irak,
du Pérou, de Chine, des États-Unis, d'un peu partout dans le monde. Et c'est quelque part la nature même de notre pays, de la France, d'être ce qui donne au monde une certaine idée du vivre ensemble par le développement mutuel. Et je pense que de ce point de vue, il est essentiel que vous-même, chacun d'entre vous, participiez à cet appel pour mettre la pression. Et enfin, électoralement. Vous pouvez dire que si Macron continue avec sa politique, vous voterez pour tout autre candidat qui se présentera contre lui, comme le font certains. Ce n'est pas pour l'instant ma position. Ma position est de dire qu'aucun candidat ne se qualifie pour exercer le pouvoir à ce moment de l'histoire. Et que vous-même, si vous rentrez dans, disons, la réflexion à laquelle j'essaye de participer, à laquelle j'essaye de lancer, si vous rentrez dans cette réflexion, vous êtes plus qualifié qu'eux. Et si vous avez cette confiance, vous intervenez dans toute occasion qui vous est offerte, notamment au cours de cette campagne politique. Et puis, vous organisez pour les législatives des candidatures. Nous en présenterons un certain nombre, avec la République souveraine. Nous présenterons d'autres, nous soutiendrons d'autres candidatures aussi. Nous essaierons de constituer cette union des forces patriotiques, de patriotes de droite et de gauche, comme c'était le cas dans le Conseil national de la résistance. Donc, participez à ce mouvement, écrivez-nous, et écrivez-nous pour vous dire ce que vous avez sur le cœur, ce que là vous inspire. Parce que aujourd'hui, on touche à un moment de l'histoire où ce ne sont pas des données objectives extérieures, c'est subjectif, et ça touche à l'intime. Une deuxième question, Sandra Pisolato, comment le conflit peut-il évoluer? Quel impact sur la politique et l'économie mondiale? Je crois y avoir répondu. La façon dont le conflit évoluera dépend du soutien que obtiendront des initiatives comme celle de l'Institut Schiller. Sans cela, si l'on poursuit dans l'enchaînement des effets et des causes qui est celui du système actuel, l'on va droit à un effondrement économique et à la guerre. Et une guerre qui peut mener jusqu'au nucléaire. Vous savez, je le dirai après, qu'une guerre conventionnelle peut, de proche en proche, escalader vers une guerre nucléaire. Donc, pour empêcher le conflit d'évoluer jusque-là, la question du développement économique mutuel est essentielle. Si la paix de Westphalie, en son temps, en 1648, a pu avoir lieu, ensuite, c'est qu'elle a été soutenue par toute la politique de l'Académie des sciences en France, qui s'est diffusée dans le monde entier, avec un grand philosophe comme Leibniz, avec un grand scientifique comme Huygens, et avec l'inspiration que procurait toute l'administration colbertiste, qui en cela participait à un développement mutuel par l'invention, par la création. C'est là qu'on a créé les premières machines à vapeur qui ont joué un rôle fondamental par la suite, avec le fardier de Cugnot ou d'autres machines. Donc aujourd'hui, c'est cette même impulsion que l'on doit recréer autour des aventures qui devraient être celles de l'humanité au XXIe siècle, qui est celle de l'espace, qui est celle du développement de l'Afrique, qui est celle aussi du développement et du soin apporté aux océans. Donc, c'est cette triple aventure de l'espace, de la mer et de l'Afrique doit être quelque chose qui doit être notre bien commun à tous. Et c'est là qu'on pourra assurer de ce point de vue de surmonter ce qui, si le conflit en Ukraine est pris comme une chose en soi, devient pratiquement insurmontable. Donc il faut élever le niveau, élever le débat et l'élever à l'échelle des affaires du monde et en particulier de l'orientation de l'économie. Jacin Guéchi, admettons que l'Ukraine soit membre de l'OTAN, que cela change-t-il réellement pour la sécurité de la Russie? L'enjeu est-il seulement sécuritaire? Bien entendu, je l'ai dit, non, il est économique, financier. Qu'est-ce qu'on offre pour une politique de développement mutuel? La Chine l'offre dans une certaine mesure avec ses nouvelles routes de la soie, qui sont le seul projet actuellement à l'échelle générale de développement positif offert au monde, avec ses difficultés, ses défauts, mais c'est le seul. Alors on a essayé de faire des projets en Europe et aux États-Unis, mais ce ne sont pas des projets de même envergure.
Ce sont des projets qui devraient être, s'ils étaient honnêtes, en cohérence, en coordination avec ce qui est entrepris, en particulier par la Chine, mais pas seulement, par l'Inde aussi, par l'ensemble des pays du monde, qui peuvent changer le système dans lequel on vit. Et changer de système, ça veut dire développement mutuel, et ça veut dire combattre l'oligarchie financière de Wall Street et de la City, et de la combattre par cette politique que, longtemps associée à Lyndon LaRouche, nous avons élaborée, que Lyndon LaRouche a développée, qui est de séparer les banques de dépôt et de crédit des banques qui spéculent sur les marchés financiers, ne plus soutenir les spéculateurs sur les marchés financiers, alors ils s'effondreraient d'eux-mêmes. Avoir une politique de banque nationale avec un crédit public, un crédit pour le développement, pour la croissance, car le problème n'est pas qu'on émet de l'argent, c'est vers quoi on émet cet argent. Et cet argent, il faut l'émettre à nouveau vers tout ce qui est l'agriculture, l'industrie, l'école, l'hôpital, le laboratoire, et pas les combinaisons financières. Et enfin, penser en termes de densité de flux d'énergie et de technologie, ce qui est bon pour l'avenir et qui suppose une formation et un développement de la population. La fusion thermonucléaire contrôlée, par exemple, associée à l'intelligence artificielle et au numérique, permet un futur, mais ce futur n'aura pas lieu si on reste à traiter ces questions comme des questions techniques. Ce sont des questions politiques et sociales pour lesquelles il faut avoir une vision du monde différente et en même temps former des êtres humains, les éduquer pour qu'ils aient leur mot à dire et qu'ils aient leur mot à dire dans les découvertes humaines les plus avancées. On voit la chute du niveau des études scientifiques et mathématiques en France et c'est un des drames de notre société aujourd'hui, associé à toutes les opérations sur les écrans de distraction des jeunes et des adolescents qui les empêchent de concentrer leur esprit sur la découverte et la connaissance. Donc voilà un effort qui est à la fois un effort dans le cadre du monde et dans le cadre de l'éducation de nos enfants, qui va au bout de la chaîne, là aussi. Alex Havard, comment briser ces chaînes de mensonges qui nous paralysent. Christian Ligou, la spirale du mensonge de politiciens corrompus est entretenue par le copain propriétaire des médias. Les réseaux sociaux ne rassemblent qu'une modeste part de la population. Alors, de ce point de vue, la seule manière de changer le monde, c'est d'éduquer, d'éduquer et d'éduquer. Chacun d'entre nous doit devenir éducateur et en même temps mettre la pression sur les moyens existants. Nous avons un certain nombre de médias intéressants. Je ne veux pas les nommer ici, mais il y a un certain nombre de médias intéressants sur lesquels vous devez intervenir. Et intervenir pour que nous puissions être écoutés, parce que notre voix est constamment déformée. On a toujours essayé, depuis que j'étais candidat à la présidence en 1995 en particulier, mais bien avant aussi, à déformer le message que nous apportons, parce que chacun cherche son intérêt, et ceux qui défendent l'intérêt général, le bien public, et la croissance, le développement mutuel, ceux-là sont toujours objets d'attaque. Donc, dans un état de crise comme l'actuel, les esprits peuvent s'éveiller davantage, réunissons nos forces et adhérer à la démarche que nous poursuivons, en gardant votre esprit critique, bien entendu, intervenez auprès des médias pour que notre message soit écouté, écrivez, inondez-les, et sous pression, ils tiennent toujours un peu compte de ce qui leur tombe dessus, et participez à nos candidatures d'union législative en soutenant nos candidats là où ils se présentent. Nous vous expliquerons là où ils se présentent. Donc il y a toute une série d'actions qui peuvent être entreprises et commencer par signer la déclaration de l'Institut Schiller, l'appel de l'Institut Schiller dont je vous ai parlé. C'est un premier pas et il est essentiel que nous réunissions beaucoup de signatures. Nous avons plusieurs centaines, environ 500 en France, nous en avons des milliers dans le monde, mais il faudrait que ce soit des centaines de milliers, voire des millions. Et là, nous aurons un instrument de pression réel. Nous avons des personnalités qui ont une certaine importance et qui ont eu le courage de signer. Eh bien, ayez leur même courage, parce que c'est le nombre qui fera, dans ce domaine, la force et qui permettra la pression. Jean-Jacques Elgouarche, qui est un vieux militant en Bretagne, je voudrais savoir qui dit la vérité.
je vois ce que publient Solidarité et Progrès et toutes les infos de quasiment toutes les chaînes d'infos qui sont à l'inverse des informations de Solidarité et Progrès. Comment faire une analyse véridique? Eh bien, il faut aller au-delà des informations que vous subissez sur les chaînes d'information nationales. Il faut voir à l'échelle du monde. Et je crois que si on a des moyens de communication aujourd'hui, il faut voir ce qui se dit en Chine, aux États-Unis, en Russie, en Argentine, au Liban, en Iran. Partout dans le monde, et pas seulement là où il y a une ligne qui est dominante dans les médias. Vous devez vous demander pourquoi un seul a une opinion différente de tous. Eh bien, dites-vous que dans l'histoire du judéo-christianisme, l'histoire de David contre Goliath a été une histoire fondamentale, et que David l'a emporté contre Goliath parce qu'il avait une fronde, et qu'avec cette fronde, qu'il a su très bien utiliser, il a pu abattre le géant Goliath. Eh bien, la fronde, ce sont aujourd'hui les idées. Et ces idées peuvent changer le monde. J'y crois profondément, et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent repose sur cela, mais je sais qu'on a tout fait pour humilier ceux qui ont des idées différentes et les empêcher de contester un ordre existant. Eh bien, ne vous laissez pas humilier, ne vous laissez pas entortiller, ne vous laissez pas enfumer, réfléchissez et pensez à une chose. Pensez à leur histoire, à l'histoire de ces médias, à l'argent, aux moyens dont ils disposent. Pensez que la manière dont ils se comportent, on les voit se comporter contre des candidats qui auront une opinion un peu différente aujourd'hui, ils se transforment véritablement en agents d'une police politique. On dirait le monde d'Orwell en pire, parce qu'ils sont moins habiles et que leur attitude est, disons, moins courtoise, moins, disons, hypocritement courtoise. Ils sont plus directs, plus frontaux, ils sont devenus comme si on les insultait eux-mêmes. Et je crois qu'ils ont peur de perdre leur facilité, la facilité financière qu'on leur procure, mais surtout leur réputation d'agents, des pouvoirs en place. Donc songez à leur histoire et songez à notre histoire. Et prenez connaissance de notre histoire, réfléchissez à ce qui se passe dans le monde et aux conséquences de ce qui est fait. Et à la manière, à l'enchaînement dont se font les choses. Et si vous allez de cette façon au-delà des impressions, au-delà du sentiment immédiat, au-delà de ce qu'est une image, et il est vrai que vous voyez l'intervention de Poutine en Ukraine, la façon dont il fait, vous dites mais c'était abominable, c'est là qu'est tout le mal, cet homme, et vous voyez partout présenté comme le maître du Kremlin, ça c'est la version gentille, l'assassin, vous voyez des gens qui aux États-Unis disent que, comme Lindsey Graham qui est sénateur, qui disent que la solution est de faire assassiner Poutine. Le ministre des Affaires étrangères de Luxembourg a dit qu'il fallait procéder à l'assassinat de Poutine. Il a retiré ensuite ses paroles. Il y a même un général français qui l'a dit. Il y a toute une émission sur LCI qui discute de cela, que cela puisse être discuté en soi-même, discrédite complètement les médias qui sont en place, même s'ils disent oui, il y a du pour, il y a du contre. On discute de l'assassinat d'un chef d'État publiquement. On n'a pas discuté de l'assassinat de Joe Biden, d'Emmanuel Macron ou de Boris Johnson. Adieu merci. Adieu merci. Mais on ne doit pas non plus discuter de l'assassinat de Poutine. On peut y voir un adversaire, voire un ennemi politique. Mais discuter de l'assassinat comme solution, où est-on? Dans quel monde est-on tombé? Je pense que c'est de ce point de vue que vous devez vous poser les questions. Et vous dire que l'injustice sociale qui règne, l'austérité sociale, la hausse des prix de tout, de l'énergie, du gaz, de l'électricité, de tous les produits alimentaires, bientôt les gens se posent la question de la sécurité alimentaire. Parce que la Russie est le premier producteur de blé, de maïs. Si la Russie ne peut plus exporter du blé et du maïs dans les pays du Maghreb ou en Égypte, il y aura des révoltes, des émeutes de la faim, peut-être des migrants qui viendront. Ouh là là, quelle peur! Donc, en effet, oui, il faut avoir peur, mais pas au sens où certains ont pu le dire, en disant que, ah, voyez-vous, c'est la faute des Russes, parce que si... non, c'est la faute de tout un système, y compris dans lequel des oligarques russes, ou même chinois, participent, bien entendu. Mais ce n'est pas
disons, quelque chose qu'on peut réduire à un homme et aux intentions d'un homme qu'on traite comme s'il s'agissait d'un diable. Je dirais même, pour un pays, on ne peut pas réduire à un homme ce qu'il est. On pense au général de Gaulle. Le général de Gaulle était un grand homme, il avait un sens de l'histoire. Mais il avait autour de lui toute une série de ministres qui étaient des gens compétents, qui avaient des formations scientifiques ou culturelles de haut niveau, comme André Malraux, comparé à l'entourage d'Emmanuel Macron, comparé à ce que sont ces ministres. Et vous aurez une idée peut-être, en pensant aux médias qui affirment que Macron est assuré de gagner cette élection présidentielle, vous aurez peut-être une idée de qui représente la vérité et qui ne la représente pas, en comparant. Comparer toujours, c'est de la comparaison que peut ressortir la vérité. Et comparer en pensant aux effets. C'est toujours les effets qui permettent de remonter à ce que sont les causes. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, j'ai une dernière question d'un John Bishop qui nous dit « Pourquoi les Américains ont-ils des laboratoires biologiques en Ukraine ?» Et en effet, cela a été admis par la femme qui a organisé le coup d'État du Maïdan en 2014, Victoria Nuland, qui est actuellement sous-secrétaire d'État aux États-Unis, aux Affaires étrangères. Elle a dit qu'il y avait des unités de recherche biologique américaine en Ukraine. La main-d'œuvre y est meilleur marché, bien entendu. Ça fait partie de l'exploitation. Mais elle a ajouté, le Pentagone a ajouté, que ces laboratoires n'ont pas de facilité de titre des unités de type militaire. Eh bien, peut-être dans l'affichage, mais dans la réalité, où commence le militaire et où s'arrête le civil. Et on peut le dire en pensant aux missiles qui ont été déployés, les missiles antimissiles du traité des ABM, qui ont été déployés, par exemple, dans les pays de l'Est, comme la Roumanie ou la Pologne, par les Américains. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils déploient des missiles ABM. Ils sont sortis du traité des ABM, qui avait été établi au moment de la guerre froide. Ils en sont sortis, il n'y a plus ce traité-là. Et vous les voyez installer ces missiles, en disant c'est contre les missiles, ils ont dit d'abord iraniens, puis ils ont quand même dû accepter que c'était à l'intention des Russes. Et on peut voir que les rampes de lancement de ces missiles, antimissiles, peuvent lancer des missiles cruise, qui sont les missiles de destruction. Donc, où est la fin du civil et le début du militaire, et réciproquement. Et dans cette affaire biologique, cela laisse avoir à certains soupçons, quand dans d'autres domaines, vis-à-vis des intentions américaines en Ukraine, surtout si on les considère par rapport à toute la politique de renforcement de l'Ukraine pour en faire une sorte de territoire de défi à la Russie, dans la logique de l'extension de l'OTAN, au-delà des promesses qui avaient été faites à la chute du mur, et l'OTAN s'est étendue jusqu'aux frontières russes, et l'Ukraine, c'était le dernier pion à avancer. Donc on en est là. Et voyez dans ce contexte aussi ce qui est vrai et ce qui est faux, en cherchant comment se sont faits les mouvements et comment ils se sont développés. Vous pouvez dire, oui, mais c'est la démocratie avec ses missiles. Si vous regardez ce qu'ont fait les États-Unis en Irak, en Syrie ou ce qui arrive au Yémen, posez-vous des questions. La responsabilité de protéger, je conclurai sur celle-là, qui a été évoquée aux Nations Unies, et la responsabilité de protéger généralement ses propres intérêts par l'oligarchie et ceux qui la représentent. Et je soulignerai que Tony Blair, qui a été la version soi-disant de gauche de ce milieu-là, Tony Blair a dit en 1999 « Les temps du traité de Westphalie sont finis ». Eh bien nous sommes les défenseurs du traité de Westphalie et de ce qu'il porte, c'est-à-dire le pardon des souffrances infligées à l'autre, la fin des humiliations, faire tout ce qui peut favoriser l'autre, parce qu'on pense que si on favorise l'autre, avec lui, on pourra faire ensemble des tâches d'un intérêt mutuel. Il faut le favoriser pour cela, pour qu'il y soit associé.
Et enfin, il faut que l'organe de sécurité soit mutuel et s'établisse et permette un développement. Donc voilà notre combat. Certains diront c'est utopique. Non, c'est comme ça que les paix se sont toujours faites dans le monde, d'une part, et d'autre part, je dirais, il n'y a l'alternative, comme le mot le définit, l'alternative, il n'y en a qu'une, c'est la guerre et la destruction économique. Merci à tous d'avoir écouté ce programme. J'ajouterai simplement que Natalia Vitrenko, qui est ukrainienne et qui représente en Ukraine des intérêts, c'était le Parti socialiste progressiste d'Ukraine, qui représente des intérêts d'entente entre toutes les compositions de l'Ukraine pour son développement économique, et qui a longtemps combattu la dissolution économique à laquelle on a soumis l'Ukraine, le rôle que les mafias y ont joué, et le fait qu'on cherche à affronter, diviser pour régner les communautés de l'Est et les communautés de l'Ouest de l'Ukraine, eh bien, elle n'a pas pu participer ce soir à cette émission, qu'elle est réfugiée quelque part dans la campagne ukrainienne, et si, étant donné ses positions, elle était repérée, ça serait un danger physique pour elle. Parce qu'on est dans une période où des gens, on est dans une période de guerre, on est dans une période où les gens pensent non seulement en termes d'élimination morale, d'élimination, d'humiliation, mais aussi d'élimination physique. Donc c'est très important que vous ayez le sens de ce danger, de ce monde dangereux dans lequel on rentre, et qu'on a les moyens d'en sortir, pourvu qu'on se ressaisisse et pourvu qu'on agisse.